Ok, donc aujourd'hui, on va parler de la méthode des éléments finis. Alors, c'est pas à proprement à parler un TD, dans le sens où on va pas faire un exercice de TD, mais je pense que c'est indispensable pour commencer à faire les premiers TD éléments finis, surtout qu'en plus, bon, vous êtes censé ne pas avoir de cours. Vous pouvez aller, bien sûr, au Happy Hour là, pour les cours, hein, il n'y a pas de problème, poser des questions, mais ça ne fait pas tout à fait pareil. Donc, je vais aller un peu vite et n'hésitez pas à m'arrêter dès qu'il y a des notions où vous sentez que finalement, c'est des notions que vous n'avez pas forcément bien comprises quand vous avez lu le Polycope, par exemple. Alors, un petit résumé de tout ce qu'on a fait en MEF jusqu'à présent. Voilà, assez court, hein, un résumé. Donc, qu'est-ce qu'on cherche en MEF? Donc, on cherche en fait à résoudre des équations différentielles sur un domaine. Donc, à résoudre des équations différentielles sur un domaine borné. Éventuellement avec des conditions aux limites de type Dirichlet, de type Neumann ou de type Fourier-Robin. Voilà, en fait, on fait que ça depuis le début. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est assez simple finalement comme thématique. On a vu plusieurs façons pour résoudre ces problèmes, hein. Ça, c'est vraiment ce qu'on cherche. Et dans la façon de résoudre ces problèmes, la première qu'on a vue, c'est la résolution de la formulation forte. Alors, on ne l'a même pas vu ici, vous la connaissez, cette méthode-là, bien avant, hein, puisque vous avez fait ça, si vous avez fait un premier cycle, vous l'avez fait au premier cycle. Et la formulation forte, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on l'a énoncée de manière un peu globale. Une formulation forte, c'est en fait une transformation d'une fonction. Ce truc-là, ça peut s'appeler, par exemple, un opérateur pour X appartenant au domaine oméga sur lequel on va travailler. Le domaine borné dont j'ai parlé tout à l'heure, il est là, c'est oméga. Et donc, cette formulation forte, en fait, on va lui adjoindre pour que ça devienne vraiment une formulation forte, plus des conditions limites. Donc, par exemple, A de U de X, ça peut être un opérateur qui est égal à, par exemple, le Laplacien de U de X, par exemple. Ça peut être égal, autre exemple, ça peut être égal, par exemple, à la divergence du gradient de U plus F. Voilà, donc ça, c'est un opérateur. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu dans la partie du chapitre juste avant. En fait, c'était les opérateurs différentiels. Donc, on a vu des tas de choses très intéressantes dessus, la notion de fonction propre, etc. Et tout ça, ça peut se faire effectivement quelquefois en résolvant directement donc la formulation forte. Alors, le petit domaine sur lequel on considère tout ça, donc on l'a appelé oméga, et les conditions limites, on les met uniquement sur la surface du domaine, qu'on appelle des ronds oméga, et en fait, on cherche U de x. Et UI de x fait partie d'un espace vectoriel, et cet espace vectoriel, V, c'est un espace vectoriel de Hilbert, qui est muni donc d'un produit scalaire. Donc, mine de rien, pour pouvoir écrire toutes ces phrases-là, eh bien, je suis obligé un petit peu de balayer tout votre cours, effectivement. Alors, une fois qu'on a vu, en réalité, d'un point de vue temporel, on a d'abord vu d'autres choses avant la formulation forte et les opérateurs, hein, mais grosso modo, on aurait pu le faire avant, ça ne changeait pas grand-chose.
Et on a vu dans notre série de TD, on a vu aussi une résolution par la formulation dite variationnelle ou faible. Donc là, cette fois-ci, on va partir en fait de la formulation forte. Et la formulation faible va consister, on va trouver, pardon, on trouve une forme bilinéaire qu'on va appeler A point, point pour dire qu'elle est bilinéaire, continue et coercive. Et à ce moment-là, eh bien, résoudre notre formulation forte du style, par exemple, A de U de X avec A opérateur égale 0 pour X éléments de oméga, avec les, comme d'habitude, les conditions limites, bah, ça revient à, et c'est là qu'on a la formulation faible, trouver U éléments de K. K, en fait, c'est l'espace vectoriel qui est inclus dans V, qu'on appelle l'espace des solutions. Et K, en fait, il inclut les conditions de Dirichlet, les conditions limites de Dirichlet. Donc ça, très important, on va toujours chercher des solutions dans l'espace qui inclut déjà les conditions limites de Dirichlet, qu'elles soient homogènes ou non homogènes. Ensuite, on doit trouver ce fameux U élément de K, tel que on est A de UV égale L de V, quel que soit V élément de V0, et V0, il est aussi inclus dans V, c'est l'espace vectoriel incluant les conditions limites de Dirichlet, mais cette fois-ci homogènes. Alors, c'est donc pas l'espace de solution. Les conditions aux limites homogènes de Dirichlet. Vous avez déjà eu de la méca gênée? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Vous avez déjà eu des cours de mécanique générale? Oui, bien sûr. Comment on avait appelé en fait cet espace vectoriel? En fait, on avait parlé de conditions, comment en fait, en mécanique générale pour les équations de Lagrange? C'est pas les conditions initiales? Non. Ah. Alors le mot homogène ici, il signifie qu'en fait, on prend les valeurs égales à 0 et non pas à un VD, par exemple, donné. Personne n'a aucune idée là comment quand vous avez écrit les équations de Lagrange, vous avez fait appel à un espace virtuel. Et il fallait que les éléments de cet espace, en fait, soient c'est histoire de faire le lien entre d'autres matières pour que vous puissiez un peu capitaliser sur ce que vous apprenez. Soit compatible avec le champ de vitesse, par exemple. Oui, c'est le bon mot hein, que tu as dit, hein, mais c'est pas compatible avec le champ de vitesse, c'est compatible avec les liaisons. Ah oui, oui, oui. Tu te souviens? Oui, c'est Bah, bon. en fait, le V0, c'est l'espace vectoriel, pour reprendre des termes de mécaniciens, hein, compatible à 0 avec les liaisons. Voilà, c'est juste un exemple, hein, CF méca gêné là. Moi, je trouve que c'est, enfin bon, c'est peut-être que mon avis propre, hein, mais je trouve que c'est vraiment important que vous arriviez à faire le lien entre toutes les matières que vous voyez. Personnellement, j'ai fait l'INSA, comme vous. J'ai fait un département de mécanique, comme vous êtes en train de le faire.
Et ça m'a beaucoup manqué, en fait. Ça m'a beaucoup manqué de pouvoir faire le lien entre les matières, quelquefois simplement pour des questions de sémantique. Donc là, typiquement, c'est vraiment une question de sémantique et c'est important d'assurer les deux. Alors, cette formulation faible, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que comme A est bilinéaire continue et coercive, eh bien, on a monsieur Lax Milgram, enfin messieurs Lax et Milgram, qui nous disent que du coup, et ça c'est très important pour la partie élément fini, eh bien, une solution existe et elle est unique. Alors ça, c'est vraiment fondamental en fait, d'un point de vue élément fini. Et c'est ce qui a fait la force en fait de la méthode des éléments finis lorsqu'elle est sortie dans les années, fin des années 60, début des années 70. Donc c'est pas si vieux que ça en fait. Ok. Juste pour ceux qui auraient oublié, en fait, les conditions limites de Neumann ou de Fourier-Robin, en fait, elles sont incluses dans quoi? Elles sont incluses dans l'intégration de... Elles sont incluses dans la forme bilinéaire. Fournière. Et ou dans LV, c'est-à-dire le deuxième terme, en fait, le terme que vous avez après l'égalité. Si je veux le mettre de manière générale, elle est incluse aussi là-dedans. OK. Alors, pour utiliser cette formulation faible, ici, dans le cas des éléments finis, on va se placer dans un sous-espace vectoriel de V. Dans un sous-espace de V qu'on va appeler VH. Donc lui, il est inclus dans V. Et donc ça, cela permet d'approximer en fait notre solution U de X par une solution donc, de cet espace d'approximation qu'on va noter UH de X. Et voilà, et là, vous voyez pourquoi est-ce qu'on vous a autant embêté avec les espaces, donc les sous-espaces en fait, de l'espace vectoriel, avec les approximations de type moindre carré, avec les différentes façons de le faire, avec les différentes fonctions qui engendraient les bases, le sous-espace, etc., etc. Donc du coup, dans le cadre des éléments finis, comme on va travailler ça, le mot approximation ici est très très important aussi. Hein. Ce mot-là, dans la méthode des éléments finis, est très important. Eh bien, on va donc chercher en réalité, donc du coup, une autre formulation faible. Sur BH qui va s'écrire trouver UH élément de KH, bah, du coup tout devient H en fait, hein, tel que A de UH V de H égale L de V de H, quel que soit V de H élément de V0H. Voilà notre nouvelle formulation faible. Et donc ça, en fait, c'est vraiment la base des éléments finis. Donc, on va chercher à résoudre la formulation faible, mais là-dessus. Alors, il y a des tas de démonstrations qui vous montrent que, en fait, lorsque vous faites cette méthode-là, eh bien, en fait, UH est la meilleure approximation de U dans le sous-espace VH. Donc ce mot-là aussi très important, hein, c'est la meilleure approximation qu'on puisse faire dans ce sous-espace.
Alors, pareil, hein, si en plus vous avez, vous avez A qui, en plus d'être coercive, bilinéaire, etc., en fait, et en plus, si ce truc-là est symétrique, et bien à ce moment-là, cette chose-là, en fait, c'est équivalent à un produit scalaire. Donc, du coup, dans ce cas-là, UH est typiquement une approximation au sens des moindres carrés. Sur VH. Alors, mieux, grâce au lemme de CA, eh bien, en fait, on sait que l'erreur qu'on commet, alors l'erreur qu'on commet, il n'y a pas de M à commettre, si, peut-être bien. Hein. Eh bien, en fait, cette erreur, elle est bornée. Donc, on sait aussi, bon, ça veut dire donc qu'elle est finie, donc ça veut dire qu'on peut aussi calculer l'erreur entre UH et U. Donc, ça revient à calculer en fait la norme hein, de U moins UH. Et cette norme, elle est finie, elle est connue, donc on peut l'estimer, donc on peut savoir de combien on se trompe. OK. Alors, dans l'exemple de la poutre pesante, dont je vous ai montré le lien de la vidéo, eh bien, je résous l'équation différentielle par plusieurs méthodes différentes et pas forcément dans le même sous-espace vectoriel. Donc, dans le premier exemple, le sous-espace VH que j'utilise, c'est celui qui est engendré par la famille libre que vous connaissez. C'est la famille de polynômes 1, x, x carré. Et je m'arrête là. Donc, du coup, vous voyez que c'est un sous-espace effectivement approché. Et donc, ma fonction approchée, je la définis comme étant U0 plus U1 de x plus U2 de x carré. Donc, du coup, j'ai un triplet ici U0, U1, UX. Ça, c'est les inconnus de mon problème. Ça devient les inconnus de problème que je vais avoir à résoudre. Ces inconnus du problème, en éléments finis, on leur donne un petit nom. Ça s'appelle des degrés de liberté. Donc, ce terme-là est aussi très important puisque je vais l'employer sans arrêt. Donc ici, en fait, dans ce sous-espace-là, j'ai 3 degrés de liberté par fonction, qui sont U0, U1, U2. Dans le deuxième exemple de résolution, j'ai pris en fait un sous-espace VH qui cette fois-ci est engendré par les polynômes, par les fonctions de Fourier. Donc c'est la famille toujours de fonctions perpendiculaires, mais cette fois-ci c'est sinus. Alors là j'ai pris qu'une fonction, c'est la fonction sinus, donc sinus npi moins pi sur 2, facteur de x sur L, L étant la longueur de ma poutre en fait. Et j'ai 2 fois ces fonctions-là, là j'en ai mis qu'une, mais j'ai ça pour n égale 1 et n égale 2. Donc là encore, je me suis réduit uniquement à 2 familles pour engendrer tout mon espace. Et donc à ce moment-là, ma solution approchée, je vais l'écrire sous la forme U0 plus U1 sinus de pi sur 2 x sur L plus U2 de sinus de 3 pi sur 2
x sur L. Voilà, donc vous voyez que je n'ai pas du tout la même chose, hein, mais encore une fois, tout ce qui est U0, U1, U2, bah, ce sont des inconnus du problème ou les degrés de liberté. Bien sûr, vous n'allez pas trouver les mêmes valeurs de U0 et U1 et U2 entre les deux sous-espaces, hein, puisque ce n'est pas les mêmes. Donc, vous aurez forcément des solutions différentes au bout du compte. Néanmoins, quand vous allez tracer la solution, bah, vous allez trouver des choses tout à fait comparables, alors que vous n'êtes pas du tout dans la même base de fonctions. OK. Vous avez des questions là-dessus? Ou tout est très clair? Tout n'est pas très clair, mais pas de questions particulières. Ah, bah, ça m'intéresse de savoir où c'est pas clair. Moi, c'est juste une question de. Excuse-moi, Sanchez. C'est juste Vas-y, une vas-y. question. C'est écrit quoi après feuille sur la collade? S, N? Attends, j'ai pas compris. Après, Grand 2 sous-espace VH engendré par la feuille. la famille, la Ah, la famille. famille, pardon. Famille. La famille, oui, bien sûr, la famille. Sinus. Sinus, d'accord, ok. Pas de souci, c'est ma faute. Désolé. Non, mais j'écris très mal. Hein. J'écris très mal. Sinus, tout à fait. En fait, on va nous donner la famille. Est-ce qu'on va nous donner euh, la famille qui va engendrer le sous-espace ou pas? Alors, il manque un contexte dans ta phrase parce que est-ce qu'on va te donner au cours de ta vie Au cours d'un exercice, parce que bon, Ah, ma vie, voilà, au cours d'un je suis sûr que exercice ou c'est d'un ça. examen, tu veux dire, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, en général, au cours d'un exercice ou d'un examen, on vous donne toujours le sous-espace, ouais, et comment, par quelle fonction il est engendré. Quelquefois, on vous le fait trouver avec le procédé de l'asmigramme, par exemple. Mais sinon, Ok. la plupart du temps, c'est vous on vous le donne. Et dans la méthode des éléments finis, alors là, c'est encore mieux, c'est-à-dire que vous allez voir qu'on l'engendre par des fonctions qui sont toujours les mêmes. Donc, c'est ça qui est très intéressant dans la méthode des éléments finis. Ça va? D'autres Ok. questions? N'hésitez pas, hein, parce que c'est maintenant qu'il ne faut pas perdre pied, en fait, hein, parce qu'après, ça va devenir nettement plus complexe. Est-ce que, avec un logiciel d'éléments finis, type COMSOL, ANSYS ou autre, on peut choisir quelle famille sert à engendrer l'espace vectoriel VH qui utilise le logiciel ou c'est lui qui le calcule? Non, on peut choisir, enfin, c'est pas qu'on peut choisir, on peut programmer n'importe quelle famille. Pourquoi? Parce que ça revient, en fait, au sens abacus ou comme sol, ça revient à programmer un élément fini. Okay. Et donc, il y a plusieurs types d'éléments finis déjà qui sont de manière standard dans le code, qui ne sont pas forcément justement avec les mêmes fonctions d'engendrement de l'espace vectoriel. Et c'est à vous, en fait, de choisir. Bon, déjà, vous pouvez choisir parmi ceux-là. Et s'il n'y en a aucun qui vous va, eh bien, vous pouvez programmer votre propre élément fini avec ces fonctions qui vont engendrer l'espace. D'accord. Tout à fait. Alors, tout ce que je vous ai montré et tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, finalement, si vous regardez bien, toutes ces approximations-là, elles sont faites avec des fonctions continues. Continues et comment dire, super sympathique, quoi. Donc, grosso modo, non, il ne faut pas que j'écrive ça. J'écrive des trucs comme il faut. De classe C infini, C2? Pas forcément, mais au moins de ces deux, oui. Sont faites avec des fonctions sympas, continues. Et en plus, quasiment tout le temps monotone, quoi. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Mais vous pourriez très bien, en fait, faire la même chose. On peut faire la même chose avec des fonctions. Alors, on va quand même garder des fonctions continues, mais seulement par morceau. C'est la même chose que des fonctions discrètes. Ça, c'est tout à fait possible. On ne l'a encore pas vu jusqu'à présent, ça. Hein. Et donc, la formulation forte, dans ces cas-là, la formulation faible, pardon,
eh bien, elle devient une formulation faible discrétisée. Et là, du coup, ces trois mots-là, c'est vraiment ce que je viens d'écrire là. Ben, ça, c'est la base de la méthode des éléments finis. Donc, vous voyez qu'en fait, tout ce qu'on a fait avant en MMEF, ça amène tout naturellement à la formulation faible discrétisée. Donc, pour l'instant, le seul mot que vous n'avez pas vraiment vu, c'est discrétisé. Et c'est difficile de comprendre la formulation, enfin, je veux dire, la formulation des éléments finis, si vous n'avez pas vu avant tout ce que c'était, tout ce que ça impliquait une formulation faible, ces histoires de calcul d'erreur, ces histoires de coercivité qui vous permettent de savoir que la solution va être unique, etc. Eh bien, tout ça, ce ne serait pas possible, effectivement, au niveau des éléments finis, parce qu'il manquerait des briques, en fait, avant. Donc, en fait, voilà, les méthodes des éléments finis, il faut juste retenir que c'est une formulation faible, mais discrétisée. Donc, ça veut dire que les familles qui vont engendrer le sous-espace d'approximation, VH, eh bien, ça va être des fonctions discrètes. Alors, quel est l'intérêt d'approcher, en fait, quelque chose avec des fonctions discrètes? Si vous regardez bien, je reprends le cas de la poutre, le cas de la poutre pesante, par exemple, on avait le déplacement U qui était donc le déplacement vertical de la poutre en fonction donc, de X, la position sur l'endroit sur la poutre. On avait une jolie courbe qui ressemblait à ça, quoi. C'était une parabole, en fait. Donc, ce que je vous ai montré juste avant, les deux familles qui engendraient VH, donc soit la famille polynomiale, soit la famille en sinus, eh bien, ces deux familles, bah, comme c'est un polynôme, alors c'est encore mieux, hein, parce que quand je l'engendre par 1x et x carré, vu que c'est une parabole, bah, je tombe directement sur la solution exacte. Alors là, c'est encore mieux. Par contre, avec les sinus, je ne tombe pas exactement sur la solution, mais je m'en approche quand même fortement, puisque les sinus, ils arrivent très bien à approcher des paraboles. Par contre, imaginez maintenant que la solution que je cherche, elle ne ressemble pas du tout à ça, mais elle va être par exemple comme ça. Bon, déjà, elle ne va pas être monotone. Puis d'un seul coup, là, elle va faire hop là, un joli point, et après, hop là, elle va faire ça. Là, vous allez avoir beaucoup de mal. Alors, typiquement, si je voulais faire ça avec des polynômes, bah, qu'est-ce que je ferais? Bah, j'augmenterais en fait le nombre d'éléments de ma famille libre pour pouvoir engendrer des espaces de plus en plus complexes. Et à la fin, je vais être obligé d'avoir un nombre d'éléments dans ma famille qui va être grandissant et tellement grand que les temps de calcul vont devenir énormes. Donc, l'idée, c'est de dire, en réalité, l'approche qu'on va avoir avec la discrétisation élément fini, c'est qu'on va découper notre domaine en morceaux. Donc, par exemple, je vais faire un morceau qui va aller jusque-là, un morceau qui va aller jusque-là, un morceau là, etc. On va le découper, en fait, notre domaine, puisque ça, c'est mon domaine oméga, hein, tout ça. On va le découper en ce qu'on appelle des éléments. Tout ça, ce sont des éléments. Alors, là, j'ai fait un découpage qui m'arrange parce que vous voyez que ça suit à peu près la solution que je cherche. Hein. Le U que je cherche, il est ici. Hein. Le US solution, il est là, en rouge. Dans la vraie vie, bien sûr, vous ne connaissez pas la solution avant. Donc, du coup, très souvent, on va découper le modèle de manière homogène. Donc, il va y avoir des longueurs d'éléments identiques. Et éventuellement, dans le cadre d'un deuxième calcul, on pourra raffiner localement, par exemple, dans des endroits où il y a des choses comme ça. Donc là, au lieu de mettre deux éléments, on pourra peut-être en mettre une dizaine pour avoir une solution encore meilleure. Donc c'est ça aussi le gros intérêt de la discrétisation, c'est qu'on va pouvoir faire du raffinement de ce qu'on appelle le maillage, puisqu'en fait ça, par exemple, ce domaine-là, c'est ce qu'on appellera un élément. Et l'ensemble des éléments que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle un maillage. Alors, ça ne ressemble pas trop à un maillage quand c'est en 1D, mais quand c'est en 2D, ça ressemble effectivement à un maillage tel qu'on peut le concevoir, par exemple, sur des tissus. Alors là, c'est très intéressant parce que du coup, la méthode des éléments finis étant une formulation faible discrétisée,
on va pouvoir approcher des solutions beaucoup plus complexes qu'avec la méthode précédente où on avait des familles très gentilles, type famille de Fourier, polynôme, etc. Donc ça, c'est le premier point positif. Deuxième point positif, c'est qu'on va pouvoir avoir finalement, pour une grande variété de problèmes complètement différents, que ce soit de la mécanique des solides, de la mécanique des fluides, de la thermique, eh bien, on va avoir un cadre homogène pour différents types de problèmes physiques. Je pense que vous avez déjà tous fait les TP sur COMSOL et vous avez vu qu'effectivement, on pouvait faire de la thermique, on pouvait faire des tas de choses différentes, on pouvait faire de la mécanique des fluides, on peut faire de la mécanique des solides. Et tout ça, en plus, vous pouvez le faire sur des domaines qui vont être relativement complexes. Résoudre une équation différentielle sur un domaine rectangulaire, ce qu'on fait en général en TD, ou sur un domaine sous forme de disque, ce qu'on peut aussi faire, mieux sur un domaine 1D, c'est ce qu'on a souvent fait aussi, imaginez de faire la même chose, mais sur un domaine qui a cette tête-là, avec un trou là et un trou là, par exemple. Ça ressemble déjà plus à une pièce mécanique. Là, vous n'avez pas le choix. Pour pouvoir faire une résolution de vos équations différentielles sur ce domaine, eh bien, il va falloir que vous discrétisiez votre domaine. Alors, en général, on discrétise avec des triangles, ce domaine. Voilà, hop, 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 etc. Voilà. Et ça, on va donc avoir des fonctions discrètes sur ce domaine qui vont nous permettre de trouver une solution de notre équation différentielle sur tout le domaine oméga ici. On va chercher, donc, pareil, UH de X. Et ça, on peut le faire grâce à ces fonctions discrètes. OK. À partir de là, je vais vous montrer, mais là, ce n'est pas vraiment lié à la méthode des éléments finis, c'est comment on fait une approximation discrète linéaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les éléments de Lagrange de type P1. Donc, une approximation discrète linéaire. Et puis, dans un deuxième temps, on verra des approximations discrètes, mais quadratiques. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant, première étape, on découpe le domaine. Donc ça, c'est obligatoire. Alors, je vais me baser, pour mes exemples, ici, je vais me baser que sur un problème 1D. Après, ce problème 1D, c'est celui qu'on va traiter avec l'exercice que vous avez en TD. Donc, on découpe le domaine en sous-domaines qu'on appelle des éléments. Donc, les sous-domaines de découpage, ça s'appelle des éléments. Et ces éléments vont partager ce qu'on appelle entre eux, ils vont partager des nœuds. Donc, voilà un exemple 1D. Donc, je prends en 1D, ça c'est mon domaine qui va d'ici à là. Donc, par exemple, on va appeler cette abscisse-là x0 et la dernière, là, ça va être x4. Ensuite, je peux avoir un nœud ici à l'abscisse x1. Je vais avoir un autre nœud ici à l'abscisse x2. Donc, je fais exprès de ne pas faire des longueurs identiques entre mes nœuds. Ça, c'est fait exprès. Et là, j'ai x3. Donc, tout ça, là, tout ce que je vais entourer en rouge, là, c'est ce qu'on appelle des nœuds. Donc, les nœuds, on va les numéroter. Et bon, là, en fait, ici, vous regardez, j'ai 5 nœuds, en fait. J'ai n plus 1 nœud. Si mes indices commencent à 0, ça fait que j'ai n plus 1 nœud. Et ensuite, entre chaque nœud, comme je vous l'ai dit, on va avoir des éléments. Donc ça, c'est l'élément 1, ça, c'est l'élément 2, ça, c'est l'élément 3, et ça, c'est l'élément 4. Alors, le fait de commencer mes numérotations de nœuds à 0 fait que mon numéro de nœuds, le n égale 4, c'est aussi mon nombre d'éléments. Mais par contre, en fait, ici, on a n éléments et n plus 1 nœuds. Voilà, donc ça, tout ça, ce sont mes nœuds, mes éléments, pardon. Donc ça, c'est la première étape. Donc ici, j'ai, entre autres sur l'exemple, j'ai 4 éléments et j'ai 5 nœuds. Tout ça, ça représente mon domaine oméga. Ici, comme je suis en 1D,
ce nœud-là représente la frontière des ronds oméga 1. Et ce nœud-là, là, le dernier, bah, je vais l'appeler des ronds oméga. On va l'appeler, bah, ça c'est ma frontière la numéro 2, puisque j'ai que 2 frontières sur mon domaine 1D. Donc cette frontière-là, bah, c'est là où je vais pouvoir, par exemple, imposer des conditions limites de type Dirichlet. OK. On y va. Donc, une fois qu'on a fait ça, deuxième étape, vous m'arrêtez hein, si vous avez des questions. Deuxième étape, on va faire une approximation linéaire sur ce domaine découpé. Alors, c'est un truc très simple. Hein. Imaginons, exemple, on va chercher, alors c'est le cas du TD, hein, on cherche en fait la solution, c'est une solution qu'on cherche qui s'appelle P de X. C'est un champ de pression sur oméga. Voilà. Et on va appeler, ben, vous en doutez, P de H de X, qui va être en fait une fonction de V de H, alors que P de X était une fonction de V. Donc, on y va. Si je trace, supposons que je connaisse en fait P de X. Hein. Ben, P de X, je peux le tracer. Alors, il faut que je reprenne par contre. Il faut que je reprenne mon domaine, le même. On va aller le chercher, tant qu'à faire, comme il n'est pas très loin. Hop. Ok, on va le prendre comme ça. Voilà. Je ne vous remets pas tout. Et donc ici, on va tracer la fonction P de X. Alors, supposons que la fonction qu'on cherche, ce fameux P de X, on va le tracer donc en bleu, il est par exemple comme ça. Voilà, ça c'est P de X. Et donc, la seule chose qu'on va faire, eh bien, on va l'approximer. Je vais l'approximer en rouge par des fonctions linéaires par morceau. Donc, il faut que je reprojette en fait mes nœuds sur cette fonction solution. Voilà, et ma fonction P de H va ressembler à ça. Voilà, ça c'est le tracé de P de H. Ça va pour tout le monde? Pour l'instant, ça va. Oui, ça va. OK. Alors, cette fonction approchée, les points qui sont là, ils sont très particuliers puisque c'est les valeurs de P de H au nœud. Donc ici, par exemple, en ce point-là, on va avoir P de H de x0. Là, on va avoir P de H de x1, etc. P de H de x2, P de H de x3 et P de H de x4. OK. Donc, en fait, ces valeurs-là, les P de H de xi, sont les inconnus ou les degrés de liberté de mon problème. Vous vous souvenez tout à l'heure quand j'ai défini ce que c'était que les inconnus, hein, j'avais U0, U1, U2 qui étaient des inconnus ou des degrés de liberté. Eh bien, en fait, ici, les P de H de xi, c'est ce qu'on appelle les valeurs au nœud de ma fonction approchée. Eh bien, ça va être ça, mes inconnus. Donc, si j'arrive à trouver, bah, ça se voit assez bien en fait ici, hein, vu que je fais une approximation linéaire, si je trouve les pH de xi, bah, j'ai trouvé une approximation linéaire de ma fonction bleue directement. Ça marche? Donc, si vous regardez bien, en réalité, vu que j'ai une base que je ne connais pas encore hein, d'ailleurs, hein, eh bien,
P de H de XI, c'est les composantes de P de H dans cette base. Donc, les PH de XI sont les composantes de P de H de X. Il faut que j'écrive comme il faut, là, parce que là, il ne faut pas se gourer. P de H de X dans une base. Alors, pour l'instant, je ne la connais pas, hein, donc on va simplement la noter. Et je vais la noter, en fait, phi I de X. Voilà, je sais, pour l'instant, je ne sais pas plus. Le seul truc que je sais, c'est qu'en réalité, des fonctions comme ça, j'en ai 5. J'ai phi de 0 jusqu'à phi de 4. Donc, j'en ai 5. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une base? Ça veut dire que je peux exprimer P de H de X comme étant égal la somme pour I égale 0 à grand N de P de H de XI phi I de X. C'est ça que ça veut dire, hein, si c'est une base. Je vous laisse 5 minutes pour digérer tout ça, là, ça va? Il n'y a pas de souci? 5 secondes, on va dire, pas 5 minutes, ça fait trop long. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, cette famille, ok? Et donc, le seul truc que je sais, c'est qu'il faut que phi de X doit être une famille libre. Pouvant engendrer V de H. Des questions? Oui, j'avais juste une question. Est-ce que là, le petit schéma que vous avez donné, c'est peu importe la base, c'est-à-dire que prendre une base ou une autre base n'affectera pas du tout notre schéma. Non, tout à fait. D'accord. Enfin, le seul truc qui peut l'affecter, c'est si je dis je prends une base par exemple quadratique au lieu de prendre une base linéaire. C'est-à-dire que là, mes fonctions phi, je leur impose d'être linéaires et non pas quadratiques. Donc, mon D'accord. schéma correspond en réalité à des fonctions phi linéaires. OK? D'accord. OK. Donc, si vous regardez bien, j'ai autant de fonctions phi que de nœuds n. Non, j'en ai, j'en ai une de plus. Donc, j'en ai n plus 1. J'ai n plus 1 fonction phi. Alors, là où on va arriver dans la discrétisation, eh bien, c'est qu'effectivement, mes fonctions phi vont être discrètes et elles vont être bien sûr linéaires. Alors, pour que vous compreniez bien, moi, ce que j'aime bien faire, et c'est Anthony Gravouille aussi que vous avez peut-être. C'est lui que vous avez en élément fini, en amphi? Je me souviens plus qui c'est que vous avez. Il n'y a pas d'amphi en fait. Oui, mais si, vous avez quand même des heures où vous pouvez y aller. Et là, c'est qui la personne qui parle? Bon, ça veut dire que vous y allez peut-être pas souvent, non? Ou vous n'avez pas retenu? C'est un monsieur qui a plein de cheveux mais gris ou pas? Non? Vous avez vu ça dans les questions que vous avez posées aux amphis, ou ce que je suis en train de vous montrer, vous l'avez jamais vu ou vous l'avez vu dans le poly? Expliquez-moi un petit peu simplement, c'est juste pour que je comprenne. Je l'ai vu dans le poly, pour ma part. Et les autres? Pareil. Ok. Donc pour l'instant, vous apprenez rien. Bah, le poly est un petit peu brut, donc c'est vrai qu'une petite explication, c'est assez J'irai pas pratique. jusque-là, ouais. Ok. Non, mais parce qu'il faut me dire, je peux peut-être avancer plus vite du coup, hein. Si vraiment vous avez tous lu le poly, je peux aller beaucoup plus vite en fait, hein. Bon, là par contre, je pense que, je ne sais plus si vous l'avez ou pas, je vais vous représenter graphiquement les phi là. Les phi I de X. Alors on y va. Donc déjà, c'est une... Ouais, j'ai pas entendu. Non, rien, excusez-moi. D'accord. Alors, ok. Donc ici, on va reporter en fait tous les phi, les uns sur les autres, là, comme ça. Et puis ici, on va mettre notre domaine. Donc, on va mettre notre fameux x0 ici. Je les remets. Voilà, on a x1.
On a x2 qui était un peu plus loin. Ensuite, on a x3 qui était très rapproché. Et là, ça se terminait par x4. OK. Ça marche. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour bien faire mes tracés, je vais essayer de reporter des traits là, verticaux. Hop. Il est gentil avec moi, l'iPad. Hein. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient droits au départ, mes traits, mais bon. Voilà, magnifique. De la même façon, donc, je vais faire mes 4 fonctions phi. Donc là, je vais les faire dans l'autre sens, ces traits-là. Donc ça va représenter en fait la valeur 0 de ma fonction phi. Voilà, et ça, je vais le faire, donc pour ça, ce sera pour phi 4. Ça, on va le faire pour phi 3. Ça, pour phi 2. Phi 1. Et phi 0. 0, 1, 2, 3, 4. C'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok, je vais juste faire ça qui ne sert à rien. Et voilà. Et ça me fait partir sur une base à peu près propre. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que là, donc j'ai la valeur 0 de ma fonction phi, et là, j'ai la valeur 1. Donc là, c'est pareil, j'ai 0, et là, j'ai la valeur 1, là, j'ai 0, là, j'ai la valeur 1. En fait, je les empile, c'est simplement pour mieux les voir. Hein. Voilà, et là, j'ai 0, là, j'ai ma valeur 1, etc. Donc, ici, je vais pouvoir tracer maintenant ce que vaut phi. Donc, phi de 0. Donc, phi de 0, je vais le tracer ici. Donc, il part de 1. Voilà. Et il va aller jusqu'ici, à 0, quand il va arriver sur le nœud de composante x1. Donc, j'ai bien une interpolation linéaire entre le nœud x0 et le nœud x1. Et après, tout le reste de ma fonction sera toujours nul, jusque-là. Ça, c'est phi 0. Je trace phi 1. Je vais le tracer en rouge. Donc, phi 1, lui, il est à 0 quand je pars de x0 et il est à 1 quand j'arrive à x1. Et après, de la même façon, il va devenir linéaire quand j'arrive sur x2 et il retourne à 0. Et après, il vaut 0. Ça, c'est phi 1. Qu'est-ce qu'il me reste comme couleur là? Allez, on va faire du vert. Hop, une fonction verte. Donc cette fois-ci, ça va être phi 2. Phi 2, bah, maintenant vous avez compris le principe. Ici, il vaut 0. Ensuite, de là à là, il va valoir. Donc j'étais un peu trop loin là. Parce que mon 1, il est plutôt par là. Donc il va aller de là à là. Voilà, il arrive ici. Ça, c'est pour x2, il va arriver à 1. Ensuite, il va redescendre ici à 0 pour x3. Et là, 0. OK, je vais retourner dans le bleu pour phi 3. Donc phi 3, bon, je pense que là, ça devient bon. Là, vous avez compris. Donc phi 3, il est nul. Jusque là. Voilà. Ensuite, il arrive à 1 ici et il redescend à 0 ici pour x4. Et le dernier, je vais reprendre le rouge, phi 4. Donc lui, le dernier, en fait, il arrive ici, il est à 0, il va ici à 1 et tout ce qu'il y a avant, il est nul. Voilà, ça c'est toutes mes fonctions de phi 0 à phi 4 que je dois utiliser. Alors, petite particularité, si vous regardez bien, si je trace ici, par exemple, on va prendre une abscisse particulière ici, là. D'accord? C'est une abscisse quelconque hein, que je peux appeler x ici. Eh bien, si vous faites la somme des fonctions phi, qu'est-ce que vous allez trouver?
Si vous regardez bien. En plus, là, j'ai pris un... Ouais, ça va, c'est pas trop difficile. Donc, je suis sur l'élément entre x2 et x3. Et si vous regardez bien, je vais avoir uniquement des valeurs sur phi2 et phi3. Mais ça vaudra 1. Et ça Si on vaudra somme 1. tout, ça vaut 1. En fait, si je somme tout, puisque les autres sont égales à 0, en fait, c'est la question qui est intéressante ici, c'est que quel que soit x, j'ai la somme pour i égale 0 à n de phi i de x qui est égale à 1. Et ça, c'est ce qu'on appelle la partition de l'unité. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans ces fonctions de la famille qui va engendrer mon espace VH, c'est qu'elle partitionne l'unité. Donc, vous voyez que les phi i de x que j'ai tracés sont discrets. C'est des fonctions discrètes, mais linéaires. Monsieur, s'il vous plaît, désolé, moi j'ai pas compris comment on les trace, les filles. Vous pouvez l'expliquer? Oui. Alors, attends, je te mets juste un autre. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, je pense que tu vas comprendre. En fait, la façon de les tracer, c'est que phi i de xj doit être égale à delta ij. Et entre ces points, elle doit être linéaire. Alors, je te refais un exemple. Imaginons qu'on veut retracer, par exemple, ce que j'ai appelé phi2. Tu vois que phi2 de x0, ça doit valoir 0, puisque delta 2, 0, ça fait 0. Ça va jusque-là? Ouais. Donc là, ça me permet de tracer ce point-là. Ensuite, j'ai phi2 de x1, c'est delta 2, 1. Donc ça fait 0. Ça me permet de tracer ce point-là. Tu vois ce que je note en fait là? Non, je vois pas ce que vous notez. Là, j'ai fait des plus gros points. Ah oui, ok. Sur la courbe phi2 en fait. Ok, ensuite, je vais arriver au point x2. Donc j'ai phi2 de x2, c'est égal à delta de 2, c'est égal à 1. Donc je vais pouvoir tracer ce point-là. T'es bon là ou pas? Oui, oui, oui. Et du coup, je vais tirer une droite entre le point d'avant et celui-là. C'est tout. Et quand je vais calculer phi 2 de x3, j'ai trouvé 0. Donc je vais tracer une droite entre le point que j'ai fait juste avant et celui que je viens de trouver ici, etc. Et ça va me permettre comme ça, de proche en proche, de tracer phi2. Ok, merci, j'ai compris. Ça marche. Donc voilà la représentation de mes fonctions phi i de x. Alors faites très attention, ne confondez pas phi i de x avec, ph de x avec ph de xi. ph de xi, en fait, ça, ce sont des nombres. Hein. Ce n'est pas une fonction, ça. Ça, c'est des scalaires. Hein. Ça peut être des réels, ça peut être tout ce qu'on veut, mais ça, c'est un nombre, en fait. Hein. ph de xi. Ce n'est pas une fonction. C'est bien clair pour tout le monde? Ok. Alors, bon, ça, c'était juste pour vous montrer graphiquement comment on pouvait les construire. Bien sûr, on ne les construit pas graphiquement hein, quand on veut l'utiliser dans un code. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'en général, on va les tracer par élément. Donc, si vous regardez bien, dans chaque élément, j'ai deux fonctions phi en réalité. Par exemple, dans l'élément qui est entre x1, donc celui que j'avais appelé, ça c'est l'élément que j'avais appelé l'élément 1. Ça, c'était l'élément 2, le 3 et le 4. Dans l'élément que j'ai appelé 2 ici, entre x1 et x2, en réalité, j'ai deux fonctions phi non nulles. Toutes les autres sont nulles. Donc ça, je peux ensuite chercher les équations de ces deux fonctions phi de mon élément non nul. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on les définit par élément. Donc, pour chaque élément, pour x, donc un élément, c'est un x qui est compris entre quelque chose. Donc là, on va l'appeler xi et xi plus 1. Donc l'exemple que je vous ai donné, c'est i égale 1, et donc xi plus 1, c'est x2. Donc ça fait x1, x2, ça c'est l'élément 2. Donc, pour chaque élément, eh bien, celui-ci,
héberge deux fonctions phi i non nulles. Alors, il y a phi i et phi i plus 1. Donc, je reprends mon exemple de l'élément 2. Là, j'ai bien effectivement phi 1 qui va héberger en fait ce point, enfin, qui est hébergé par ce point. Et puis, j'ai aussi phi 2, donc phi i plus 1. On y va. Donc, maintenant, si je regarde, bah là, il suffit de regarder graphiquement ce que ça donne. Phi i de x, ça va être xi plus 1 moins x. Alors, x, attention, c'est une variable. Et xi plus 1 moins xi. Alors, au début, pour pas trop se planter, ce que je vais faire, c'est que ma variable, je vais la noter en vert, par exemple. Ça peut paraître un peu, on se retrouvait à la maternelle, mais vu qu'on va manipuler beaucoup de x, mais qui sont complètement différents, par exemple, le xi plus 1, c'est pareil, c'est une valeur fixée, puisque c'est la composante de mon maillage. C'est l'abscisse de mon maillage. Alors que x, bah, c'est le même x d'ailleurs qui est là. Ça, c'est pour pouvoir faire mon interpolation. Donc ça va être phi de x, et l'autre fonction de forme, ça va être phi i de x. Voilà, qui va être égal. Alors là, on est sur une pente descendante. Donc ça va faire x moins xi divisé par xi plus 1 moins xi. Et donc là, encore une fois, mon inconnue, elle est là. Mon x, il est là. Voilà donc les deux fonctions qui sont à l'intérieur de mon élément qui est entre les nœuds xi et xi plus 1. Alors, ici, comme le maillage est irrégulier, eh bien, toutes les fonctions phi i sont toutes différentes en fait. Elles sont toutes différentes tout simplement parce que le terme qui est en dessous, là, xi plus 1 moins xi, il est toujours différent. Ça, c'est un premier point. Donc, on peut déjà essayer de faire un maillage régulier, ça va simplifier un petit peu les expressions. Ce n'est pas une obligation, mais voilà, on peut le faire. Mais néanmoins, vous avez autant de fonctions phi que vous avez de nœuds. Donc, ça peut devenir très complexe à manipuler puisque les fonctions phi sont dépendantes des abscisses des nœuds, donc forcément, enfin des composantes des nœuds, donc du coup, c'est très, très difficile à calculer. Donc, on va essayer de simplifier ces calculs. Juste, monsieur, les xi, xi plus 1, c'est des scalaires qui sont fixés, c'est les abscisses des différents nœuds. Tout à fait. Ils sont fixés au moment où tu as fait la première étape qui était le maillage. À partir du moment où tu as fait ton maillage, tu vois, c'était la première étape qu'on avait décrite ici, c'est fini, les xi sont fixés. Très bien, c'est tout bon, merci. C'est pour ça que je mets un petit peu de couleur là pour bien repérer, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est que ce qu'on a vu ici, là, l'élément qu'on a vu avant, ça, en fait, on va l'appeler élément réel. Pourquoi réel? Parce que c'est celui qu'on voit, c'est celui qui est effectivement sur le domaine physique, donc c'est l'élément réel. Et donc, on va faire des calculs. On va faire les calculs d'interpolation, puisque là, en fait, c'est ni plus ni moins que des fonctions d'interpolation, eh bien, sur des éléments, dits de référence. Alors, ces éléments de référence, c'est simplement, pourquoi? C'est simplement, en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est simplement, en fait, un changement de variable. C'est-à-dire qu'on va passer dans un autre espace et notre x
on va le transformer avec une fonction et on va transformer avec la fonction inverse que je viens d'écrire, là, taux moins 1, on va transformer le x pour avoir x chapeau. Et x chapeau, en fait, ça va être notre espace de référence. Et là, on peut prendre ce qui nous arrange comme espace de référence. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'un changement de variable. Alors, là, pour que vous compreniez bien, je vais dessiner dans les deux espaces. Donc, je vais dessiner un élément ici. Donc, ça, c'est EX, en fait. Voilà. Et là, je vais dessiner un élément qui est part de xi et qui va à xi plus 1. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cet élément de référence, j'ai, on va dire que ça, par exemple, ça, c'est la valeur 1, ici. J'ai ma fonction qui va partir d'ici, qui va descendre là, jusque là. Ça va être phi i de x. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai ma fonction qui va partir comme ça. Et ça, c'est phi i plus 1 de x. Je vous remontre. Hein. Je suis exactement en train de faire, par exemple, la figure de l'élément 2, où je superpose les courbes phi 1 et phi 2. Mais je trace ça que pour un élément. Ça va pour tout le monde? C'est clair? Vous avez juste marqué quoi en dessous de simplification des calculs? J'ai dit, ça ne veut rien dire. On va faire... D'accord. Bon, non, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Attends, je réécris. On fait les calculs. Ouais, on fait les calculs d'interpolation sur l'élément de référence. On fait. D'accord. Ouais, sur des éléments de référence. Donc, on va faire un changement de variable. Donc là, je vous ai fait, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'élément réel. Je vous ai dessiné l'élément réel. OK. Maintenant, je vais vous dessiner, en fait, du coup, si je veux aller dans ce sens-là, il me faut l'autre, hein, il me faut taux moins 1, en fait, que je n'ai pas. Hein, c'est la fonction inverse. Donc, taux moins 1 de x, et ça va me permettre de passer dans l'autre espace. Alors, cet autre espace, donc c'est pareil. Hein, je vais avoir ici un truc, un axe, mais ça ne va plus être x, ça va être x chapeau. Ça va être un petit peu différent. Et là, la grosse différence, elle va se situer là. C'est qu'ici, je ne vais pas avoir xi, mais je vais avoir toujours la même abscisse, moins 1. Et ici, toujours la même abscisse, plus 1. Tout le temps. Donc, je ne vous l'ai pas mis, mais en fait, ici, là, mon abscisse, voilà, par exemple, ici, là, ça c'est x. Bon, j'ai choisi de prendre mon origine ici, pourquoi pas. Et là, mon abscisse, elle va partir de là. Voilà, et ça, c'est x chapeau que j'ai là. Parce que je pars de 0, en fait, c'est simplement entre moins 1 et 1, voilà, je pars de 0. OK, donc là, cette fois-ci, je vais mettre, pareil, la valeur 1, là-haut. Ça, c'est ma valeur 1. Et là, je vais dessiner une fonction sur mon élément de référence. Donc, je vais dessiner la même, hein, par exemple ici, là, tac, 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 tac. Elle va de là à là. Voilà, et celle-là, je vais l'appeler... Alors, je n'ai pas besoin de l'appeler avec indice i, puisque ça va être la même pour tous mes éléments, en fait. Hein. Celle-là, je vais l'appeler phi1 de x chapeau. Et l'autre, là, qui va partir de là, toc, toc. Ça va être phi0 de x chapeau. Si je veux passer dans l'autre sens, je vais utiliser ma transformation taux de x chapeau. Donc ça, c'est égal à x chapeau, et ça, c'est égal à x. En fait, c'est mon changement de variable, il est fait comme ça. Voilà, donc ça, c'est ce qui va vous permettre de passer d'un élément réel à l'élément de référence. Donc, l'élément réel, il est défini sur xi plus 1, alors que l'élément de référence est toujours défini sur moins 1, 1. C'est ça qui va nous simplifier énormément les calculs.
Alors, on fait ce qu'on appelle, ce changement de variable, on appelle ça du mapping, en fait. On fait un mapping, et ce mapping, en fait, c'est x qui est égal donc, à taux de x chapeau. Donc, si vous le développez complètement, ce x-là, le x que j'ai mis ici, eh ben, il vaut en fait xi, phi chapeau de 0 de x chapeau, plus xi plus 1, facteur de phi chapeau de 1 de x chapeau. Je le développe, et là, en fait, je peux reprendre donc exactement, vous reprenez la même forme de fonction que celle que j'ai mis ici, là. Et cette fois-ci, vous vous mettez sur un élément particulier où xi plus 1 égale 1 et xi égale moins 1. Et donc, vous allez les trouver immédiatement. Ça fait que ça, c'est xi facteur de 1 demi de 1 moins x chapeau. Voilà. Donc là, ça, c'est en fait, c'est ce que j'ai écrit juste au-dessus, c'est phi 0 de x chapeau, plus xi plus 1, facteur de 1 demi de 1 plus x chapeau. Et ça, cette fonction-là que je viens d'écrire, bah, c'est phi chapeau 1 de x chapeau. Voilà, donc ça, c'est la façon dont je vais pouvoir, par exemple, interpoler mon abscisse par rapport à l'élément de référence. Il suffira que je donne en fait la bonne valeur de x chapeau. Imaginons que, par exemple, je veuille connaître la valeur de x pour x chapeau égale plus 1. Ça va faire quoi? Donc, que vaut x pour x chapeau égale plus 1? Xi plus- Et j'ai pas compris. Ça a coupé. J'ai dit xi plus 1. Oui, tout à fait. Donc, pour x chapeau égale plus 1, ça fait x égale xi plus 1. Donc, ça veut dire que je me trouve en fait ici, là, sur ce bord-là. Et pour x chapeau égale moins 1, vous allez trouver xi. Et si vous cherchez, par exemple, pour x chapeau égale 0, bah, vous allez trouver un demi, tout simplement. OK? Ça marche. Donc ça, c'est mon mapping. Alors, on va avoir besoin aussi de ce qu'on appelle du mapping inverse. Donc là, en fait, j'ai simplement défini ma fonction taux. Et maintenant, je vais faire du mapping inverse, c'est-à-dire que je vais faire x chapeau égale taux de moins 1 de x. Donc, je vais chercher le taux moins 1. Donc ça, bah, vous l'écrivez exactement de la même façon. C'est la même chose, sauf que vous l'écrivez dans l'autre sens. Donc là, ça va faire moins 1, ça correspond à xi, de phi i de x, plus 1, je fais exprès de l'écrire comme ça pour que vous compreniez bien que c'est la même chose que les xi, que j'avais tout à l'heure, et xi plus 1, phi i plus 1 de x. Vous développez tout ça, et vous allez trouver qu'en fait, ça fait 1 sur xi plus 1 moins xi, le tout facteur de 2x moins xi moins xi plus 1. Voilà, ça c'est taux moins 1. Alors je vous remets en vert toutes les fois où je vois apparaître ma petite variable x. Voilà. Hop et hop. Voilà, donc ça c'est une façon donc d'aller dans l'autre sens. J'ai fait taux moins 1 parce qu'à un moment donné, je vais être obligé de dériver cette fonction par x. Vous voyez que la dérivée, bah, on peut déjà la calculer. En fait, si on prend la dérivée par rapport à x, vous allez trouver 2 sur xi plus 1 moins xi. Donc, je vais avoir besoin de cette dérivée. Donc, du coup, en fait, grâce à ce changement de variable, mes calculs vont être vraiment beaucoup facilités. Et si, par exemple, on va reprendre, j'avais dit que là, on était dans la partie simplification des calculs. Donc, en quoi c'est simplifié? Imaginons, par exemple, que je prends pH.
pH de x. Eh bien, pH de x, je vais pouvoir l'écrire. Donc, vous connaissez déjà l'écriture dans l'espace réel. Hein. En réalité, c'est pH. Alors, attention, on cherche pH de x que sur l'intervalle de l'élément. De xi plus 1. Parce qu'après, quand je change d'élément, c'est plus tout à fait pareil. Donc, ce pH de x, en fait, c'est pH de xi. Ça, c'est un nombre, c'est ma valeur rho nœud, c'est mes degrés de liberté. Phi i de x. Ensuite, j'ai pH de xi plus 1, phi i plus 1 de x. Alors ça, j'aime bien le simplifier au niveau notation en somme de alpha égale 0 à 1 de pH de xi plus alpha de phi i plus alpha de x. Ça évite d'écrire 2 fois les trucs. Voilà, c'est tout. Or, petit x, c'est taux de x chapeau. Et autre chose, ce que j'ai écrit tout à l'heure, phi i de x, par exemple, en fait, eh bien, phi i de x, c'est phi x de taux de x chapeau. Et ça, c'est égal à phi 0 chapeau de x chapeau. Alors ça, c'est pas si évident que ça. Hein. Donc ce truc-là, il faudra que vous le démontriez. Il faut le démontrer, ça. Donc ça, c'est à démontrer, hein, ce truc-là. Et de la même façon, vous allez trouver que phi de i plus 1 de taux de x chapeau, c'est-à-dire phi i de x, c'est celui qui était là, hein, eh bien lui, de la même façon, ça c'est égal également à phi chapeau 1 de x chapeau. Et ça, c'est aussi à démontrer. Donc, n'hésitez pas à le faire. Hein. À tête reposée. OK. Donc, du coup, je peux réécrire pH de x. Donc, pH de x, ça va être égal. Alors, je vais l'écrire tout de suite avec ma nouvelle mode, là. Donc, c'est la somme de alpha égale 0 à 1 de pH de xi plus alpha facteur de phi chapeau x chapeau. Ça va pour tout le monde? Faut digérer un petit peu. Ouais, il faut digérer un peu. Ça passe assez vite. Hein. En fait, c'est des grandes tirades pour pas grand-chose. C'est simplement un changement de variable qu'on est en train de faire. Hein. Donc, pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Et n'oubliez pas que si j'écris encore pH de xi plus alpha, c'est parce que n'oubliez pas que pH de xi plus alpha, c'est un nombre en fait. Hein. Ça ne dépend pas de x. C'est pas parce que c'est marqué xi que ça dépend de x. Je remets mes petits coloriages favoris. Hein. Là, j'ai x et là, j'ai x chapeau. Donc, vous voyez, là, j'ai la correspondance entre les x et le x chapeau. Mais je n'ai pas de lien avec les xi plus alpha qui, eux, sont des nombres. En fait, les pH de xi plus alpha, ce sont des nombres, comme les xi plus alpha, d'ailleurs. OK. Donc, maintenant, on va faire un exemple, en fait. Si, imaginez, on souhaite tracer la fonction. Donc là, je vous encourage à le faire ensuite en programmation avec le logiciel que vous voulez. Hein. Si on souhaite tracer une fonction, on veut tracer pH de x. OK. Quel est le programme qui va faire ça? Eh bien, en fait, on va faire une boucle sur les éléments. D'accord? Et ensuite, donc ça veut dire qu'on va faire x qui va varier de xi à xi plus 1. Donc non, en fait, x, du coup, ça va entraîner que x va varier de xi à xi plus 1. Et une fois qu'on a fait ça,
eh bien, on va faire non pas un bouclage sur les X, puisque ça, c'est pas très pratique. On va faire une boucle sur X chapeau qui va varier cette fois-ci de -1 à 1. OK, on y va. Monsieur, Oui. pour la somme, la pH de X, vous n'avez pas oublié de mettre phi chapeau, enfin, il faut mettre l'indice, non? Alpha, non? Ouais, excuse-moi, j'ai oublié de mettre l'indice. Tu as bien vu, il manque le petit alpha qui est là. Sinon, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Je ne l'avais pas oublié tout à l'heure. Non, je ne l'avais pas oublié. Oui, tout à fait. Pourquoi c'est alpha d'ailleurs là? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Parce que vous sommez sur alpha. Ouais, mais c'est faux. Non, c'est pas faux, pardon. Ouais, non, j'étais en train de regarder phi au lieu phi de i plus alpha au lieu de phi chapeau. Ok. Donc c'est bien ça. C'est bien la bonne réponse ici. Ok, donc on y va. J'écris le petit programme, en fait, c'est pour EL. EL, c'est le nombre d'éléments, en fait. Hein. Donc EL, alors non, ça ne va pas être le nombre d'éléments, du coup. Ce que je vais sommer, en réalité, sur les nœuds de 0 à n-1. Donc on va l'appeler plutôt IN. I nœud égale 0 à n-1. Donc si vous regardez bien, ça revient à faire une boucle sur le nombre d'éléments, ça. Et ensuite, pour chacun, je vais faire pour X chapeau égale -1 à 1 par pas de, par exemple, 0,1. Donc ça, c'est mon pas d'interpolation. Je vais calculer ce que vaut X. X, il vaut XI. Alors, comment je le connais, le XIN, pardon. Ouais, je vais l'appeler I parce que ça va être le bordel. On va l'appeler I, ce machin. Ça sera plus simple. Ça, c'est la boucle sur les éléments. Donc là, je vais l'appeler en fait, donc je vais boucler donc XI phi 0 chapeau de X chapeau. Donc tout ça, je peux le calculer puisque je connais l'expression de phi 0 de X chapeau, plus XI plus 1 phi 1 de X chapeau. Donc ça va me permettre de calculer en fait le point X où je me trouve. Et ensuite, une fois que j'ai calculé ce point X, bah, je peux calculer pH de X. Je vais pouvoir renvoyer pH de X qui va valoir pH de XI plus alpha. Je vais pas le mettre, je vais le détailler. On va le faire en 2 fois. pH de XI, voilà. Phi chapeau de X chapeau, plus pH de XI, plus 1. Phi chapeau de 1 de X chapeau. Et donc, une fois que j'ai fait ça, bah, c'est fini. Là, je peux faire mon tracé. Tracé du point qui a pour composante X, pH de X. Donc là, je mets un point. Alors, je ne vais pas en mettre 1, je vais en mettre, en réalité, ici, je vais aller de -1 à 1 par pas de 0,1. Donc, je vais en mettre une vingtaine. Et une fois que j'ai fait ça, je fais fin pour. Je termine cette boucle-là. Et donc là, ça va me faire 20 points qui vont tracer ma fonction. Et à la fin, je fais le fin pour sur mes éléments. Et donc, du coup, je vais pouvoir tracer ma fonction sur tous les éléments. Quel est l'algorithme que je viens de faire là? C'est l'algorithme, je reviens tout en haut. C'est l'algorithme qui me trace pH de X en jaune ici. Et donc, il va me tracer entre ce point-là et ce point-là, il va me tracer 20 points intermédiaires comme ça. Alors, vous allez me dire, ça ne sert pas à grand-chose, hein, mais c'est simplement pour vous montrer que là, en fait, j'ai quelque chose qui me permet d'approcher ma solution, mon pH de X, en fait, de façon approchée avec 20 points à chaque fois pour chaque segment. Donc, si je veux faire les tracés, bah, j'ai plus qu'à relier tous ces points par des droites et c'est fini. Alors,
Ça sera exactement le même algorithme quand on va avoir des éléments qui ne vont pas être linéaires, mais qui vont être quadratiques. Est-ce que l'exemple vous parle ou est-ce que c'est encore pire? J'ai besoin de savoir ça pour savoir s'il faut que je le dise à chaque fois ou si ça vous embrouille plus qu'autre chose. L'exemple, c'est-à-dire? Ben, l'exemple de programme, en fait, le petit algorithme pour faire le tracé, par exemple. C'est juste c'est pour montrer comment marche ce truc-là. C'est tout, en fait. Ah bah moi ça m'aide, mais parce que les codes ça me parle. Après, les autres, je sais pas. Oui, effectivement, il vaut mieux que les algorithmes, ça parle, sinon ça devient un peu plus compliqué. OK. Alors, là où ça devient intéressant, mais c'est uniquement dû au changement de variable, hein. Imaginez, on souhaite dériver en fait la fonction. Bah oui, on va avoir besoin, hein. On souhaite par exemple dériver, intégrer. Imaginons qu'on souhaite dériver pH de x. En fait, on va faire exactement la même chose. Donc, c'est le même algo pour le tracé. Et là, vous allez calculer la dérivée de pH de x par rapport à dx. Donc ça, c'est la même chose que la dérivée de pH de x par rapport à dx chapeau fois dx chapeau par rapport à x. Ça va être la somme pour alpha égale 0 à 1 des pH de xi plus alpha et on va dériver les fonctions chapeau. Donc, finalement, on n'aura à calculer ces fonctions dérivées qu'une fois, contrairement à si on était resté dans l'espace réel où il fallait les dériver chaque fonction indépendamment. Et donc, comme vous êtes en train de faire une dérivée, ben, qu'est-ce que c'est que le dx chapeau sur dx? En fait, ça, c'est ni plus ni moins que taux moins 1. Donc ça, c'est taux moins 1. OK. Et donc, ce taux moins 1, là, ben, on l'a calculé tout à l'heure. Et il valait ici 2 sur xi plus 1 moins xi. C'était la dérivée, pardon, je me suis gouré, c'est la dérivée de taux moins 1 par rapport à x chapeau. Non, je vais y arriver, excusez-moi. Hop, hop, j'efface tout ça. C'est la dérivée de taux sur dx chapeau, le tout moins 1. C'est ça, tout moins 1, la dérivée taux moins 1, en fait. OK. Donc, on trouve, en fait, effectivement, 2 sur xi plus 1 moins xi. Ça marche. Donc, ça va être la façon qu'on va utiliser pour pouvoir dériver. Si maintenant, on souhaite intégrer pH de x, non, pas pH de x, en fait, n'importe quelle quantité, on s'en fiche, pas forcément ça. Une quantité f, en fait, sur le domaine. Bon, ça peut être aussi pH, hein. Donc, sur un élément, par exemple, qu'on va appeler i plus 1, eh bien, vous allez avoir cette intégrale-là. Ça va être l'intégrale de xi à xi plus 1 de f de x dx. Ça va être la même chose que l'intégrale de moins 1 à plus 1, c'est là où intervient le changement de variable, de f de taux de x chapeau, d de x sur dx chapeau. Je vais écrire ça mieux. Dx chapeau. Donc là, j'ai fait mon changement de variable, tout simplement. Là, vous reconnaissez en fait que cette bestiole-là, eh bien, ça, c'est d de taux x chapeau sur dx chapeau. C'est la même chose. Et donc là, ici, bah, ce truc-là, c'est l'inverse de l'autre. Donc ici, ce truc-là, ça vaut xi plus 1 moins xi sur 2. Voilà, donc quand on voudra intégrer une quantité sur le domaine réel, bah, on pourra passer sur l'élément de référence pour intégrer simplement entre moins 1 et 1. Bien sûr, à chaque fois, vous avez taux de x chapeau. Ben, ça, c'est x en fait. Donc, n'oubliez pas que ce taux de x chapeau, c'est xi chapeau 0 de x chapeau plus xi plus 1 phi chapeau
de x chapeau. Alors, maintenant, imaginez que cette quantité-là, f, cette quantité f, on veut l'intégrer sur tout le domaine. Donc, tout le domaine oméga. Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle sur les éléments. Donc, oméga, dans mon exemple, il va de x0 à xn. Hein. On va faire une boucle sur l'élément et on va sommer les intégrales de chaque élément. Donc, si on souhaite intégrer, on somme les intégrales sur chaque élément. Et ça, on a souvent à le faire, en fait, dans nos problèmes. Donc, une intégrale sur tout le domaine, par exemple, qui va de x0 à xn, de f de x dx, ça va être... Alors ça, c'est la même chose que l'algorithme que j'ai écrit tout à l'heure, sauf que là, j'écris sous forme mathématique. Ça va être la somme pour i égale à 0 à n-1. Ça, c'est une boucle sur les éléments. De quoi? De l'intégrale de xi à xi plus 1 de f de x dx. Bon, jusque-là, là, je ne vous apprends pas grand-chose. Mais si vous passez dans l'autre espace, ça vous fait la somme pour i égale 0 à n-1 de l'intégrale de moins 1 à plus 1 de f de taux de x chapeau facteur de xi plus 1 moins xi sur 2 dx chapeau. Voilà la façon dont on va procéder pour pouvoir faire nos calculs d'intégrale. OK, donc du coup, maintenant qu'on a toute cette boîte à outils là, parce que tout ça, ce sont que des outils en fait que j'ai décrits là, eh bien, on va pouvoir en fait, on va traduire la formulation faible discrète, donc ce qui est de là d'où on est parti, hein, eh bien, en un code informatique, donc programmable. Du coup, ça, c'est la 3e étape? Non. Non, en réalité, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ce qu'on a fait avec l'étape 1 et l'étape 2. Okay. Mais oui, tu peux appeler ça la 3e étape, hein, mais c'est simplement, je voulais vous montrer tous les outils qu'on pouvait avoir avec cette interpolation. Et puis maintenant, on va l'utiliser, quoi. Alors, cette histoire d'informatique et de code programmable là, est très, très important. Ce code-là, programmable, là, très important parce que c'est ça qui fait l'intérêt de la base des éléments finis. C'est-à-dire que les éléments finis, en réalité, on aurait pu les utiliser bien avant l'avènement de l'informatique, mais c'était tellement peu agréable à utiliser pour faire des calculs parce que il faut quand même tout faire à la main, hein, malgré tout. Et puis, ce sont des boucles sur des éléments à faire, donc c'est très répétitif, mais c'est quand même très fastidieux. Alors que programmer ça et de le faire calculer à un ordinateur, c'est très rapide. Donc finalement, on a peu d'énergie à dépenser. Il faut dépenser de l'énergie pour écrire le code. Et encore que, parce qu'une fois qu'il est écrit, on peut le réutiliser systématiquement. Donc du coup, c'est ça qui fait tout l'intérêt de la méthode des éléments finis. C'est le fait que cette formulation discrète, on va pouvoir la transformer en un code programmable. OK. Alors une fois que je vous ai dit ça, en fait, on va alléger les écritures. Parce que là, c'est un peu lourd. Hein. Donc, ça va consister en quoi? Bon, très simple. Hein. On va appeler PI tout ce qui ça a été en réalité des pH de XI. Vous vous souvenez, hein, ce sont les degrés de liberté. Ça s'appelle les degrés de liberté au nœud I.
Donc, n'oubliez pas que c'est ça nos inconnus, hein. C'est ce qu'on cherche en fait, les pays, hein. C'est toujours ce qu'on cherche. Donc, du coup, ça veut dire que quand je vais écrire, par exemple, pH de x, eh bien, je vais dire que c'est par exemple la somme pour alpha égale 0 à 1 des PI plus alpha, des phi chapeau de alpha de x chapeau. Bon, c'est aussi égal à la somme pour alpha égale 0 à 1 des PI plus alpha, des phi I plus 1 de x, bien sûr. Donc, soit vous avez x chapeau qui varie de moins 1 à 1, soit vous avez x qui varie de xi à xi plus 1. OK. Et donc, à ce moment-là, vous avez en fait toujours, finalement, alors vous avez bien sûr toujours, si vous voulez calculer, ça, attention, ça, oui, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Ça, c'est pour un élément, attention. Pour un élément. C'est un élément qui est compris donc entre les nœuds. Donc, c'est un élément pour lequel on a i qui est compris entre xi et xi plus 1. Voilà. OK. Parce qu'on a toujours, en fait, si vous voulez écrire ça en fait pour tout, c'est-à-dire pour x éléments de tout le domaine, c'est-à-dire si vous voulez aller de x0 à xn, hein, dans notre cas, eh bien, à ce moment-là, vous avez en fait pH de x, c'est la somme pour i égale 0 à n des pi phi i de x. Mais là, ça vous fait utiliser toutes les fonctions phi x différentes, alors que ça on ne va plus l'utiliser en fait, hein. OK. Donc, je ne vous fais pas le rappel de la formulation faible. Si, je vais vous le faire quand même, parce que sinon, vous n'allez plus rien comprendre. Donc, on va faire un petit rappel. On va revenir à nos moutons, en fait, hein. Donc, vous n'oubliez pas qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est trouver pH, élément de KH, tel que A de pH, VH égale L de VH, quel que soit VH, élément de V0H. Alors, on va traduire ça avec notre nouvelle boîte à outils. On y va. Traduction avec ce qui a été vu avant. Alors, ça veut dire que A, ma forme linéaire, somme pour i égale 0 à n de pi phi i de x. Ça, c'est pH que je suis en train d'écrire. Le deuxième terme, c'est VH, et VH, il vaut somme pour J égale 0 à N, des VJ, ça c'est les degrés de liberté au nœud de V, phi J de X. J'ai fait exprès de ne pas prendre le même indice, sinon je ne pourrais pas faire mon produit scalaire en fait, de ma forme bilinéaire. Et donc ça doit être égal à L de, pareil, somme pour J égale 0 à N, de VJ phi J de X. Voilà, donc en fait, ça, c'est le même problème. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le fait que A est une forme bilinéaire. Si A est une forme bilinéaire, ça veut dire que je peux sortir tous les termes constants. Les termes constants, c'est ça. Et ça, c'est une forme linéaire, donc je peux sortir les termes constants ici. Donc ça, c'est ce que j'appelle des termes constants. Donc ces termes constants, comme je peux les sortir, il va me rester quoi? Il va me rester ma somme pour i égale 0 à n, de ma somme pour j égale 0 à n, de quoi? De pi, qui est mon terme constant, ma forme bilinéaire
où je ne vais plus avoir plus que mes fonctions à passer qui vont être phi de x, phi j de x. Et ici, là, j'ai vj. Et le tout doit être égal à la somme pour j égale 0 à n de vj, L de phi j de x. N'oubliez pas que les formes bilinéaires ne travaillent que sur les fonctions, pas sur les termes constants. En fait, les termes constants, avec la linéarité ou la sesquilinéarité, si on était sur un espace de complexe, ce qui est possible, hein, même en élément fini, eh bien, je peux les sortir. En fait. OK, une fois que j'ai écrit ça, si vous regardez bien ce que je viens d'écrire, si j'enlève les signes somme ici, qui sont automatiques, si vous vous souvenez de ce que vous avez vu en mécanique des solides, vous avez des indices qui se répètent, donc ça veut dire qu'en réalité, je peux les enlever, les signes somme. Donc en réalité, vous avez ça. C'est totalement équivalent à PI A IJ. VJ est égal à quoi? C'est égal à VJ LJ. Voilà, c'est exactement la même chose. En fait, le L, c'est une fonction, c'est une application linéaire, et A et J, c'est une application bilinéaire. C'est totalement équivalent à ce que vous avez déjà vu en mécanique des solides. Un vecteur P, une fois contracté avec un tenseur d'ordre 2, une fois contracté avec un tenseur d'ordre 1V, qui est égal à V contracté à L. C'est exactement la même chose. OK? Alors là, on va faire un tout petit tour de passe-passe. En fait, il faut vous souvenir que la définition de la transposée, quel que soit x, y, en fait, deux vecteurs, eh bien, la transposée, sa définition, c'est que x, une fois contracté à A, la transposée de la forme linéaire, bilinéaire A, une fois contracté à y, eh bien, ça, c'est égal à y, une fois contracté à A transposé. Voilà. Fois x. Donc, ce que je vais faire, alors ça me sert à quoi de faire ça, hein? Ça sert à mettre le v au même endroit, en fait, dans les deux expressions. Donc ça, c'est totalement équivalent à ça. OK? Si vous regardez bien, en fait, j'ai quoi? J'ai un vecteur, une fois contracté à un tenseur d'ordre 2 contracté à un vecteur, donc en fait, c'est un vecteur, qui est égal à ce même vecteur, une fois contracté à L. Et ça, la forme faible, c'est là où il y a toute la puissance de la forme faible, elle me dit que ça, c'est quel que soit V. Si c'est quel que soit V, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'en réalité, c'est totalement équivalent à transposé de A fois P égale L. Fabuleux. Je me retrouve finalement à quoi? Eh bien, je me retrouve à devoir résoudre un système linéaire pour pouvoir trouver P. Donc, je vous rappelle que P, ce sont mes inconnus, c'est mes degrés de liberté. A est connu, L est connu. Donc, j'ai juste à inverser A, le multiplier par L et j'obtiens P. Et voilà, ça c'est le miracle de la méthode des éléments finis. Alors, si je vous réécris tout en composantes, hein, comme ce que vous aviez juste au-dessus, ça va donner quoi? Ça va donner, en fait, pour J égale 0 à N, eh bien, vous allez avoir la somme de I égale 0 à N. Donc, c'est-à-dire que des équations comme ça, vous allez en avoir une plus N plus 1, de A de phi de J de X, phi de I de X, fois PI, doit être égal à L de phi de J de X. Voilà, et ça, eh bien, c'est la base des éléments finis. Donc, il faut que je résolve ce système et je vais trouver les PI.
Alors, pour terminer, parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, eh bien, on va faire une petite convention de nommage entre nous. Alors, c'est une convention de nommage qui est propre à la méthode des éléments finis, hein. Alors, premièrement, tout ce qu'on appelle en fait A de I quelque chose, 2 fois quelque chose, eh bien, c'est une matrice. Vous voyez qu'il y a 2 indices, hein, donc c'est une matrice, et on va la nommer R. C'est une matrice qu'on va nommer R. Alors, faites attention, comme en réalité, vous voyez que ce n'est pas A de IJ que j'ai devant les yeux, c'est A de JI. Donc, pour éviter toute confusion, on va écrire que R de IJ, c'est A de phi JX, phi IX. C'est effectivement ce que j'avais, hein. C'est parce que ça, c'est ma transposée qui m'a inversé les 2 indices à ce niveau-là de ma forme bilinéaire, hein. Donc, R de IJ, ça va être A de phi J, phi I. Alors, vous allez me dire, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que normalement, les formes bilinéaires qu'on va utiliser en éléments finis, la plupart du temps, sont symétriques. Donc, du coup, ça ne changera pas grand-chose. Mais quand même, c'est pour vous éviter de gamberger sur cette histoire-là. Deuxièmement, le vecteur de composantes inconnues, ce qu'on a appelé les PI, là, eh bien, on va le nommer tout simplement, c'est un vecteur colonne qu'on va appeler P. Alors, il peut s'appeler pas forcément, voilà. Et puis, en réalité, on ne va pas l'appeler PI, mais on va l'appeler PJ. Ben oui, parce qu'à cause de l'inversion du I et de J, quand on est passé à l'écriture de R de IJ, en fait. Et le troisième vecteur, donc le vecteur, en fait, le vecteur des composantes connues du second membre, eh bien, on va les appeler, en fait, les L, comme ça. Et L, comme on a inversé le I et le J, en fait, ça va être des LI. Donc, une fois qu'on en est là, eh bien, on a donc un énorme système à résoudre si on veut trouver notre solution qui va s'écrire la matrice R fois le vecteur colonne P est égal au vecteur colonne L. Donc, c'est vraiment tout simplement, il suffit d'inverser, hein. On calcule R-1. Alors, je dis on suffit, hein. Quand vous avez une matrice R qui a plusieurs millions de degrés de liberté en ligne et en colonne, c'est pas si simple que ça d'inverser rapidement en fait la matrice, hein. Donc, on calcule R-1 et puis à la fin, on écrit que P c'est égal à R-1 fois L. Et c'est fini. Et problème résolu. Monsieur, Ouais, la matrice R, elle sera toujours inversible? oui, en fait, c'est la coercivité de la forme bilinéaire qui nous fait ça. Ok. Et oui, parce que si elle n'était pas inversible, ça voudrait dire qu'on aurait plusieurs solutions possibles. Mais l'axe Milgram, il vous dit qu'on n'en a qu'une. Donc ça veut dire que R est inversible. D'accord. OK? Voilà, donc R, en fait, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une matrice qui a pour dimension, eh bien, en fait, n plus 1 par rapport à mes dénominations que j'ai depuis le début par n plus 1. Donc le n plus 1 étant le nombre de degrés de liberté. Alors non, en fait, ici c'est le nombre de nœuds, mais c'est aussi le nombre de degrés de liberté parce que je suis dans un cas très particulier où j'ai qu'un seul degré de liberté par nœud. Mais normalement, c'est le nombre de degrés de liberté. Si vous étiez par exemple en 2D, ben, ça serait tout multiplié par 2. Donc ça vous ferait 4 fois plus de degrés de liberté. Ok, eh bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est pas forcément facile à digérer. Maintenant, en théorie, si je comprends bien comment ça marche, vos cours en ce moment, normalement, vous avez strictement rien appris là aujourd'hui. Puisque tout ça, c'est dans votre poly.
et vous avez pu avoir un simili-cours, je pense, avec votre prof de Magis, ou alors il a fait des réponses aux questions qui vous amènent à comprendre ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, ce que je dis. Hein. Il n'y a que vous qui pourrez me le dire. Mais en tout cas, normalement, là, moi, je fais ça que pour vous aider à comprendre, en fait. Maintenant, je ne sais pas si ça vous aide à comprendre ou pas, hein, j'en sais rien.